Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de pourquoi une crise est un excellent moment pour commencer à investir ou pour continuer même d'investir. Une crise ne veut pas dire qu'on arrête tout. Au contraire, c'est peut-être même le meilleur moment pour créer, investir et continuer les innovations. On va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est tournée dans le sens investir et crise autour des entreprises, des startups plus précisément. Évidemment, ça compte et ça joue aussi pour l'immobilier, les actions en bourse, la crypto-monnaie. Quand il y a une crise, généralement, c'est le meilleur moment pour investir. Je pense que tu as déjà dû voir ça plus d'une fois où on te dit que le mot crise, je crois, en chinois, ça veut dire, ça compte, c'est l'ensemble de deux mots qui veulent te dire qu'il y a des opportunités à saisir. Bref, on va parler en tout cas ici de crise autour des startups. Il faut savoir que, en fait, on s'est rendu compte que c'est pendant les périodes de crise que les plus belles startups ont été créées. Notamment, on pense à Airbnb lors de la crise financière. On pense également à Uber, crise financière également, Dropbox, WhatsApp, toutes ces entreprises, ces grosses boîtes que tu connais évidemment très très bien aujourd'hui et dans lesquelles tu as peut-être déjà utilisé les services. Eh bien, elles ont toutes été créées pendant la crise financière de 2008. Et en fait, il y a une étude de Kaufman que je te fais apparaître à l'écran tout de suite qui démontre qu'en fait, plus de la moitié des entreprises sur la liste Fortune 500 de 2009 ont été créées en période de crise. Et pour 2008, c'est un petit peu moins de la moitié. Donc, tu vois qu'en fait, il y a énormément d'entreprises qui sortent de terre quand, c'est la crise. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est pas la crise, c'est facile d'investir. C'est trop simple même. Quand tout monte, quand, je sais pas, le cours des crypto-monnaies, les valorisations des entreprises, quand l'immobilier monte, le prix du mètre carré, quand tout monte, c'est facile d'investir et c'est facile de gagner. C'est facile de paraître être un bon investisseur. C'est facile. Par contre, c'est quand ça fait peur qu'il faut déployer du capital. C'est à ce moment-là, en fait, que il faut le faire quand personne ne veut le faire, quand tout le monde commence un petit peu à avoir les chocottes, quand tout le monde commence à dire « moi, je fais demi-tour, moi, je me replie un peu, moi, j'attends, il y a une crise, il faut attendre un petit peu, il faut tempérer ». Non, il faut vraiment le faire quand c'est une période de crise parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il est en fait possible d'aller choper de belles valorisations potentiellement. Et en fait, regarde ce qui serait passé si tu n'avais pas investi en 2008. Là, c'est la crise financière où on te dit que le monde va devenir un chaos total, que voilà, on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. En fait, si tu avais investi ou pas investi en 2008, tu aurais raté les plus belles IPO qui ont eu lieu quelques années plus tard. Les IPO, c'est des introductions en bourse. Donc, littéralement, quand Airbnb, WhatsApp, Dropbox ou ce que tu veux ont commencé à se construire en pleine crise financière de 2008, quand tout le monde avait peur, finalement, tous ceux qui avaient osé et qui avaient vu une opportunité pour eux d'investir à ce moment-là en pleine crise ont été fortement récompensés quelques années plus tard lorsque ces entreprises se sont introduites en bourse et ont provoqué pour leurs investisseurs des résultats phénoménal. J'ai pas les têtes, j'ai pas en chiffres, en mémoire pardon, en tête les chiffres des multiples que ces investisseurs ont réalisés pour ceux qui se sont positionnés en 2008 en pleine crise financière. Mais je suis sûr et certain qu'ils ont gagné des millions et des milliards. C'est énormément d'argent. Ce qui se passe en 2022, c'est qu'on a un contexte un petit peu particulier. On a un début de crise, on a un semblant de crise, on a un marché financier qui est en bear market, on voit quand même une tendance baissière, on voit des inquiétudes, on a quand même des choses bien concrètes dans l'économie qui nous font dire que potentiellement ça va mal se passer. L'inflation, les chaînes logistiques, la pandémie, il y a pas mal de choses, ok. La mondialisation qui est remise en question, les pays, voilà, il y a pas mal de choses. On va pas faire l'état des lieux aujourd'hui dans cette vidéo-là. Mais quand même, on a un contexte pour ce qui est startup et entreprise qui n'est vraiment pas si dégueulasse que ça. Parce que on a encore énormément de fonds et de VC, les business angels, les gens qui investissent dans des jeunes entreprises, les startups qui ont une tonne de cash. Quand tu regardes les chiffres de cash qu'ils ont, c'est immense. Ils attendent que ça, que de déployer ce cash. Il n'y a pas un manque de cash. Donc oui, même s'il y a de moins en moins de levées de fonds et qu'on voit que ça se contracte en Amérique latine, en Inde, en Asie, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, qu'on voit qu'il y a de moins en moins de levées de fonds et qu'elles sont de moins en moins conséquentes, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il n'y a pas de cash, parce que simplement il y a un petit peu une peur ambiante, mais il y a encore énormément de cash. Donc ça, c'est le premier point. Également, on constate en 2022 qu'il y a de grosses boîtes cotées en bourse, des multinationales, du Facebook, etc., qui sont en train soit d'arrêter d'embaucher pour le meilleur des cas, ou soit dans le pire des cas, qui sont en train de virer des cerveaux, qui sont en train de dire à plein de gens, allez, dégagez, faut que ça parte. Nous, on veut prévoir potentiellement cette crise et être sain sur nos finances, sur nos coûts, et on veut se libérer un petit peu de notre masse salariale, ok ? Et également, ce qu'on va voir, c'est des boîtes qui vont faire faillite parce que évidemment, qui dit crise, malheureusement, dit opportunité, mais dit également des gens qui souffrent. Donc, il y a des secteurs d'activité, il y a des boîtes qui sont mal gérées, il y a des boîtes qui ont trop de dettes, il y a des boîtes qui vont pas réussir à supporter la crise, qui vont faire faillite et qui vont donc libérer de la place pour d'autres entreprises et surtout également, encore une fois, libérer des cerveaux. Donc, c'est pour ça que en pleine crise, finalement, c'est le meilleur moyen d'être à la fois un CEO, un fondateur, parce qu'on a
On a toujours des cerveaux qui sont disponibles, voire même plus. On va en reparler juste un petit peu après. Et également investisseurs. Parce que en ce moment, si on résume les choses, il y a plein de thunes disponibles pour des levées de fonds. Il y a plein de cerveaux qui sont disponibles et il y a moins de concurrence. Je veux dire, dans un contexte comme celui-ci, on comprend assez facilement que c'est plutôt à notre avantage en tant que fondateur et même en tant qu'investisseur que de continuer d'investir et de continuer d'innover et de créer des solutions et des produits et des services dans un contexte économique qui est qualifié de crise. Alors évidemment, une crise, encore une fois, ça porte bien son nom, c'est qu'il y a une crise et qu'il y a des problématiques et que tout le monde ne s'en sort pas et qu'il y a des gens qui vont souffrir. Mais il faut toujours rester positif et aller chercher là où on peut créer, innover. Encore une fois, la résilience de l'être humain est très élevée, très forte et il faut vraiment retenir ça pour continuer d'avancer. Alors, on va citer 5 points dans cette seconde partie de vidéo sur pourquoi, encore une fois, c'est le meilleur moment pour investir. On va revenir sur ce que j'ai commencé à t'évoquer sur le recrutement. Premier point. En fait, quand tout va bien, quand on est en bull market, que l'économie est à son beau fixe, il y a plein de gens qui vont préférer aller bosser pour des grosses boîtes, Facebook, Apple, tout ce que tu veux, Nokia, pourquoi je dis Nokia, Mastercard, Visa, des grosses banques, bien que Nokia soit une entreprise très respectable, mais pas forcément celle qui brille le plus aujourd'hui. Les gens vont aller vers les options qui sont les plus safe, qui payent le mieux, et ça va être beaucoup plus dur de les convaincre, ces cerveaux qui sont très très bons, qui sortent de grandes écoles, qui ont des connaissances, des compétences. Ça va être beaucoup plus dur de les convaincre de rejoindre une petite startup qui est en train de se lancer, qui a encore tout à prouver, qui a tout à faire sur sa solution. Donc ça, c'est un des avantages d'investir en pleine crise, c'est que ces cerveaux qui ont été dégagés des grosses boîtes ou qui ont été licenciés, etc., vont potentiellement être facilement ou beaucoup plus facilement, attrapables. On va pouvoir les attirer beaucoup plus facilement que quand toute l'économie est à son beau fixe. Premier point. Deuxième point, c'est que qui dit crise, on l'a évoqué, dit douleur. C'est-à-dire une crise, ça va révéler souvent de nouvelles souffrances, de nouveaux besoins. Il se passe quelque chose dans l'économie. Alors ça va dépendre de la crise. C'est une crise financière, si c'est un crash pétrolier, si c'est une pandémie, si c'est une guerre, évidemment, ce qui va ressortir de cette crise ne sera pas forcément les mêmes besoins et les mêmes souffrances, mais en tout cas, qui dit crise, dit souffrance, dit nouveaux besoins généralement. Si on prend l'exemple de la pandémie, on s'est rendu compte que la pandémie a entraîné en fait que le fait que les gens soient enfermés chez eux et l'impossibilité de sortir, avec toute cette problématique que ça a engendré. On s'est rendu compte également qu'il y a eu plein de soucis dans la façon dont l'aspect médical avait été géré, les surcharges d'hôpitaux, de lits, bref, de tout ce qui est gravité autour de la santé. Et en fait, tout ça, ça a révélé plusieurs choses et plusieurs besoins, notamment les besoins de services de livraison. Comment on fait si on peut pas sortir pour se faire livrer sa nourriture, pour manger ses courses? Donc les besoins de services de livraison, les besoins de télémédecine. Si on peut pas sortir et qu'on est malade, comment on fait pour avoir des conseils pour se faire soigner? Donc la télémédecine. Tout ça, on a eu des besoins autour de tout ce qui était du online meeting. Si on peut plus aller travailler dans un bureau, comment on fait pour travailler, rencontrer des gens, discuter avec eux, échanger? Encore une fois, un être humain, c'est un être de communication. Il a besoin de communiquer avec les autres. Donc, les besoins de online meeting, de online education également. Comment on continue d'apprendre, de se former, mais aussi les besoins de online, on va dire plus sur le côté hobby, fun, se divertir. Donc tout ce qui était Netflix, etc., etc. On a vu également tout ce qui est le télétravail, la traçabilité des informations. Comment on fait pour tracer un individu qui est malade vis-à-vis des autres personnes qui pourraient contaminer et refaire comme ça des chaînes. On a eu toutes ces choses au travers d'applications. Les process de recrutement. Comment on fait pour recruter des gens alors qu'on est à distance. Comment on met en place tout ça alors qu'on sait qu'il y a plein de gens qui vont arrêter de travailler, qui vont trouver de nouveaux travails. Donc, il faut qu'on mette en place des process de recrutement qui sont beaucoup plus efficaces. Mais aussi d'autres problématiques un peu plus intièques, protection de son argent. Comment on fait quand les banques centrales décident d'imprimer, de donner de l'argent à tout le monde de façon gratuite sans qu'ils aient à travailler et qu'on voit que l'argent vaut de moins en moins? Comment on fait pour protéger son argent? Donc on peut parler de solutions autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, de la DeFi, etc., etc. Bref, on voit que cette crise de la pandémie, eh bien, elle a forcément touché de nouveaux, enfin, elle a fait apparaître de nouveaux besoins dont on n'imaginait pas forcément quand tout allait bien, quand on n'était pas en pleine pandémie. Donc ça, toujours se rappeler que douleur égale souffrance égale opportunité. Le troisième point, c'est que quand on est en pleine crise pour une startup, eh bien, ça va l'inciter, ça va la pousser à avoir une très bonne gestion. Qui dit crise, dit encore une fois, on gère son cash, aussi bien à l'échelle d'une entreprise qu'à l'échelle personnelle. Je veux dire, si c'est une crise et que l'argent est un peu moins nombreux, un peu moins conséquent, évidemment, on fait attention. Donc, une entreprise, une startup qui commence à évoluer dans un contexte de crise, eh bien, se dire que c'est une entreprise, une startup qui va pas recruter à tout va, qui va penser tout de suite à la profitabilité. Comment on fait pour être rentable très rapidement? Comment on fait en sorte que quand on dépense, on gagne de l'argent relativement rapidement? Elle va savoir avancer de façon optimale, de façon cheap entre guillemets. Alors cheap, c'est pas péjoratif, c'est au contraire, ça veut dire que elle va être en mesure
de bien gérer son cash et elle va avoir une très bonne résilience par rapport aux conditions de marché qui sont vraiment pas évidentes pour elle, alors que c'est une startup, elle commence à avancer, elle a tout à prouver, elle a tout à faire, elle doit attirer des clients, être profitable. C'est pas évident, c'est délicat, mais c'est un très bon exercice et les startups qui réussissent à traverser ces vagues un petit peu houleuses vont évidemment beaucoup mieux s'en sortir que celles qui potentiellement commencent à innover en pleine période de prospérité. Parce qu'en pleine période de prospérité, on peut se permettre beaucoup plus d'écarts et d'abus. Quatrième point, ça va être concernant les coûts. Les coûts d'exécution, généralement, en pleine crise et d'opération, vont être beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que pendant une crise, on peut beaucoup plus facilement négocier des outils, des services. On peut négocier les prix. C'est-à-dire que la personne à qui tu vas acheter le service, le produit et la prestation, potentiellement, pour elle aussi, c'est une crise. Elle a peut-être moins de clients, elle a peut-être moins de cash, elle a peut-être moins de marge, de choses comme ça. Donc, tu vas pouvoir aller plus facilement négocier son produit, son service. Donc, tu auras des coûts d'exploitation qui vont être plus faibles. Par exemple, si on parle de marketing online, peut-être que les coûts des régies publicitaires et des annonceurs, le coût des régies publicitaires va être beaucoup plus faible parce qu'il y aura beaucoup moins d'annonceurs. Donc, ça va te permettre d'avoir des coûts de prospects et de clients qui seront plus faibles. Donc, ça, c'est cool. Potentiellement, ton loyer va être beaucoup plus faible également. Peut-être que les outils dont tu vas te servir vont être beaucoup plus faibles également. Donc, ça, c'est extrêmement cool aussi parce que quand on est une startup, on a besoin d'optimiser ses coûts. Ok. Et le cinquième point qui est très très important, c'est concernant tout ce qui gravite autour de la levée de fonds, du funding en tant que startup. C'est-à-dire que voilà, quand tu es une startup, tu vas lever des fonds auprès d'investisseurs pour pouvoir déployer ta solution et stimuler ta croissance. Ça peut être des conditions qui vont être beaucoup plus serrées. Évidemment, une crise, les fonds d'investissement, les VC vont potentiellement beaucoup moins donner leur argent facilement et rapidement. Ils vont potentiellement beaucoup plus creuser la due diligence, ils vont beaucoup plus creuser les chiffres, la startup, etc. Mais encore une fois, ça va faire le tri. C'est-à-dire que les business angels qui vont être smart vont savoir que c'est en période de crise qu'on innove le plus et qu'on va chercher les meilleures startups et que c'est le meilleur moment. Et pour les investisseurs, c'est souvent aussi le moment où on va chercher les meilleures valorisations. Parce que je te l'ai dit juste auparavant, on peut négocier le coût des outils, des services, des loyers quand c'est une crise parce que c'est un peu plus compliqué comme environnement. Mais c'est pareil en tant qu'investisseur. On va pouvoir aller négocier les valorisations des startups. Donc là, une startup, elle aurait levé des fonds peut-être à 50 millions de dollars 2 ans auparavant. En pleine période de crise, peut-être qu'elle va lever des fonds à 45, 40, 35, 30. Ça dépend évidemment de la crise et de plein d'autres paramètres. Mais c'est pour ça que les VC qui sont encore smart savent que c'est le meilleur moment pour investir. En fait, ce qui s'est passé en 2021, là, juste avant un petit peu l'instabilité économique et mondiale de 2022, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup de dump money, donc de l'argent un peu débile qui est arrivé sur les marchés de startups, en fait. Et tu as beaucoup de gens, beaucoup de startups qui levaient extrêmement facilement à des valorisations extrêmement élevées, qui réalisaient leur levée de fonds très facilement parce qu'il y avait beaucoup de dump money, beaucoup de gens qui donnaient leur argent sans trop réfléchir, sans faire les due diligence, sans regarder concrètement la startup, ce qu'elle faisait, les chiffres, la profitabilité et les choses comme ça. Et en fait, c'était vraiment pas terrible. Donc c'est bien qu'il y ait aussi un assainissement du marché. Et ce qui va se passer, c'est qu'en pleine période de crise, on va avoir beaucoup plus de startups qui vont se bootstrap. Alors je sais pas si tu connais ce terme-là. Bootstrap, c'est quand une startup, en tout cas les fondateurs de la startup, ont fait en sorte de se développer sur la base de leurs propres ressources. Ils ne sont pas allés chercher des solutions extérieures, ils ne sont pas allés chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit auprès de la dette, auprès de fonds d'investissement, auprès d'investisseurs ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment commencé à développer leurs solutions tout seuls, en mode bootstrapping. Et ça, c'est cool parce qu'encore une fois, ça rassure de voir un fondateur qui a lancé son bébé seul et qui n'a pas compté que sur l'argent des autres, parce qu'encore une fois, quand c'est l'argent des autres, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors oui, on cède un morceau de sa compagnie, mais c'est pas le même engagement. Quand on a mis son blé, quand on a mis 50 000, 100 000 ou 80 000 ou 40 000 dollars de sa propre poche pour lancer sa startup, c'est toujours cool en tant qu'investisseur de voir ça parce qu'on sait que la personne a un niveau d'engagement qui est relativement élevé et qu'elle est prête entre guillemets à mourir pour sa startup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rassure en tant qu'investisseur. Donc voilà concernant les 5 points qui font que selon moi, une crise, c'est vraiment un excellent moment pour commencer à investir en tant qu'investisseur. Et dis-moi dans les commentaires ci-dessous si c'est quelque chose pour lequel tu es entièrement d'accord avec moi. Également, si l'investissement dans les startups t'intéresse, n'hésite pas à lire la barre de description puisque je ne te l'ai pas dit, mais moi je suis investisseur dans les startups depuis maintenant plusieurs années et j'ai investi dans plus de 60 startups de l'Inde au Mexique, à l'Afrique, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de startups dans le monde entier, dans différentes industries, que ce soit la crypto-monnaie, la fintech, la logistique, l'e-commerce et pas mal de choses d'autres, la santé. Donc lis la barre de description, tout est à l'intérieur et tu pourras potentiellement investir avec moi dans toutes les startups dans lesquelles j'investis. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.